Donc, en gros, depuis les gilets jaunes, depuis toutes les séquences que vous évoquez, mine de rien, ce travail, il produit un peu de quelque chose de la séquence dans laquelle on est et qui nous permet éventuellement de pouvoir réagir ensemble et du coup, redébattre ensemble de ce que se niche en termes stratégiques le débat, ce qui révèle entre le social et le politique. Parce qu'en fait, derrière ça, il y a la discussion, qui est un peu là aussi mystérieuse, de savoir qu'est-ce qui recouvre la spécificité, la singularité d'un champ d'intervention militant, et qu'est-ce qui le relie en même temps à un combat global. Bon, ce n'est pas une question qu'on va régler maintenant. Hein. C'est qu'est-ce qui relie le particulier à l'universel. Donc à travers ça, il y a aussi une équation dialectique, comme dirait l'autre, plutôt compliquée à établir, entre l'unité et l'indépendance. Et ça, nous, au NPA, ça nous parle. C'est-à-dire comment on peut être capable de penser l'indépendance à partir de l'unité et penser l'unité à partir de l'indépendance. Et ça, c'est forcément une ligne de crête, et comme me le rappelait récemment Basile, une ligne de crête par nature, c'est casse-gueule. Ça veut dire qu'on peut tomber ou à gauche ou à droite. Mais je crois qu'on n'a pas d'autre solution que de s'essayer sur cette ligne de crête. À la condition, du coup, d'admettre, je dirais, que et l'unité et l'indépendance ne sont pas que des questions tactiques, mais qu'elles sont des questions stratégiques. Alors maintenant, dans une partie de la gauche révolutionnaire, vous comprenez bien que dès que je dis que l'unité est une question stratégique et pas simplement tactique, il y en a, par exemple, qui vont saigner du nez. Je ne cite personne, mais nous, on l'assume. C'est-à-dire que pour nous, il y a une portée stratégique à l'unité. Pourquoi ? Parce que l'unité des organisations, il faut la chercher en constance, en permanence. Pourquoi ? Parce que c'est la condition nécessaire, elle n'est absolument pas suffisante. C'était déjà pas le cas dans l'histoire du mouvement ouvrier, à l'époque où les organisations recrutaient massivement. Ça l'est encore moins aujourd'hui, soit, mais c'est une condition nécessaire pour militer pour l'unification de notre propre camp social. C'est-à-dire le sujet révolutionnaire du XXIe siècle, pour lui permettre de gagner de la confiance, c'est-à-dire nous tous et nous toutes, et acquérir de nous-mêmes à la conscience révolutionnaire. Histoire de faire saigner encore certains du nez dans les courants révolutionnaires, je vais citer Trotsky dans ce cadre-là, qui disait qu'on n'accède pas à la conscience révolutionnaire de manière scolaire, mais par la pratique. Et l'unité est un support de cette pratique-là. C'est un élément stratégique. C'est d'autant plus un élément stratégique qu'on est confronté, et là en effet on n'en est pas sorti parce qu'on ne va pas se raconter l'histoire, du péril néofasciste, autoritaire, surtout que c'est un phénomène mondial, universellement déployé, donc je ne développe pas plus. Donc dans ce cadre-là, là aussi, amis et camarades, on a la longue histoire qui parle pour nous. Les congrès de l'Internationale communiste, les 3e et 4e congrès, en 1921 et 1922, proposent l'unité du front prolétarien à la social-démocratie, c'est-à-dire proposent l'unité d'action sociale et politique. Or, amis et camarades, 3e saignement du nez pour certains, c'est proposer l'unité à la social-démocratie, c'est-à-dire pas simplement à l'époque un gouvernement de gauche qui a trahi et mené une politique de droite en privatisant. C'est proposer l'unité d'action à la social-démocratie qui est directement responsable, 2 ans auparavant, de la mort de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, qui sont 2 grandes figures de la révolution allemande et du mouvement révolutionnaire. Pourquoi les révolutionnaires le font à ce moment-là? C'est pas pour se rabibocher, c'est pas pour taire l'indépendance et la perspective révolutionnaire. C'est parce que la révolution allemande est en train de vivre un moment de reflux et que ce qui l'emporte pour eux et pour elles, c'est l'intérêt de redonner de la confiance à la révolution allemande, de chercher à unifier son propre camp. Donc ça, c'est une... Et je le dis en jouant pour le mariole, mais en réalité, je me fais violence, le premier. Donc moi-même, j'ai changé. J'ai changé sur notamment le terrain syndical, pour ne pas prendre ce sujet-là, sur le mouvement des retraites, puisque par exemple, sur le point fixe où j'étais, c'est vrai que quand je voyais arriver certains cortège de la CFDT au début, je voyais leur chasuble qui sentait ni la sueur ni le gaz lacrymogène, ça sortait des cartons, donc je ne pouvais pas m'empêcher de voir ça comme beaucoup, en disant bon, c'est un peu facile, et bien vous savez quoi, je me suis trompé. Et j'avais en mémoire à ce moment-là la séquence précédente sur les retraites. Et il y avait de quoi être un peu agacé. Hein. Et ben j'ai eu des discussions avec des militants et des militantes, mais adhérents de base, de la CFDT, de secteurs du privé qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, dans le commerce, dans le bâtiment, dans la métallurgie, et ben parfois, j'ai appris plus de choses en discutant avec eux et avec elles qu'avec tous les énergies de service, qui ont les réponses à tous les problèmes. D'ailleurs, depuis le temps qu'ils ont les réponses à tous les problèmes, on ne sait pas pourquoi ces problèmes n'ont pas été réglés. Donc,